Harafizon, shalom. Shalom Ouvracha. Merci de me recevoir encore une fois cette semaine pour notre rendez-vous de Face à l'actu. Toujours un plaisir. Cette semaine, gros programme. J'avais à peu près 10 ou 15 sujets à vous soumettre, mais après réflexion, il y en a deux. On va faire 10-15 heures d'émission, c'est pas très grave. On peut, moi j'ai du temps. J'ai deux sujets, Haraf, qui me préoccupent personnellement. Le premier, c'est l'indépendance d'Israël face aux Américains et à tout ce qui est en train de se passer à Kiryat Gat, la base de renseignement américain pour Gaza, des Anglais, des Français en uniforme américain qui se baladent un peu partout en Israël. C'est un premier sujet. Et un deuxième sujet, arabe, c'est jusqu'à où est bon la démocratie. Ben Gurion a dit qu'Israël était un pays État juif et démocratique. Est-ce que l'un est faisable avec l'autre ou est-ce que l'un n'est pas empêcheur de l'autre d'être? On va analyser tout ça, on va prendre une heure, j'espère une heure, et on va analyser tout ça. Très bien, on y va. C'est parti. Raph, pour remettre un peu dans les faits de ce qui est en train de se passer. Tout le monde ne sait pas forcément de quoi tu parles. Si regarde les infos, on ne parle que de ça. Le 17 octobre 2025, le US Central Command, CENTCOM, c'est des noms américains, vous savez, ceux qui connaissent un peu l'armée, ils ont toujours des noms comme ça. Ils ont ouvert un centre de coordination civilo-militaire international à Kiryat Gat. Kiryat Gat, qui est une des plus grosses villes en Israël, dans les 10 grosses villes israéliennes. C'est pas un petit village. Ah non, c'est pas un petit village. C'est pas un petit village. C'est situé à peu près 30 km de Gaza. Ok. C'est, pour ce que j'ai compris, moi, des informations, c'est le centre de commandement américain, mais je ne sais toujours pas ce qu'ils commandent là-bas. Ok. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 militaires américains. Il y a à peu près 200 militaires américains. Il y a 8 Français, 12 Anglais. Il y a des Jordaniens, il y a des Émirats arabes unis, tous en uniforme militaire. Quand vous voyez ces images-là, est-ce que vous avez... quelle est votre première réflexion en voyant des images comme ça? D'abord, je ne sais pas si tu as vu, mais la population et particulièrement les commerces de Kiryat Gat ont été d'abord très heureux de voir arriver tous ces gens qui sont venus faire du shopping dès les premières heures après leur installation. Donc, pour la ville de Kiryat Gat, c'est un bonus économique. Bon, mais maintenant plus sérieusement. À partir de quand l'ingérence d'un autre pays, d'une autre puissance au sein d'Israël est une ingérence, ou alors ce sont des accords de coopération entre des pays alliés? Et ben, tu me connais, avant de répondre à ta question, et je pense qu'on n'a pas le choix, on a tellement d'histoires dans notre peuple qu'il faut utiliser cette histoire pour voir là où on a fait des erreurs dans le passé et essayer de ne pas les reproduire. Moi, quand j'ai vu cette histoire-là, depuis les accords qui ont été signés, et particulièrement maintenant avec cette base opérationnelle, je ne peux pas m'empêcher de revenir à une période terrible de notre histoire juive. Cette période terrible, elle commence sous fond magnifique. Magnifique, je m'explique. Elle commence sous fond de liesse générale où on dit c'est génial. Et petit à petit, ce c'est génial va être un vrai problème. Si je te dis le nom de Yehuda HaMaccabi, Yehuda HaMaccabi, c'est le héros de Hanouka. Tu penses tout de suite que c'est un mec bien. Il nous a permis de nous révolter contre les Grecs et même si c'est pas lui qui a terminé la guerre, c'est son frère Shimon Hashmonaï, au final, on a battu les Grecs. C'est génial. Ce que les gens savent beaucoup moins, c'est que les Grecs, c'était pas facile de les battre. Et qu'avec les simples soldats Hashmonaï, les simples soldats juifs, qui étaient déjà en minorité à l'intérieur du peuple juif, parce qu'il y avait une grande partie du peuple qui voulait pas forcément se battre contre les Grecs, mais en plus de ça, militairement, il fallait surtout occuper les Grecs ailleurs. Et donc Yehuda HaMaccabi est le premier qui va faire une alliance avec une nouvelle puissance à cette époque-là. Pas si nouvelle que ça, elle a déjà 200 ans comme ça, mais elle n'est pas encore la superpuissance qu'on connaîtra plus tard. C'est du moins un ennemi des Grecs. Et donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Eh bien, c'est Yehuda HaMaccabi qui va être le premier à faire une alliance avec Rome. Alors, on n'invite pas les Romains à venir en Israël, mais on fait une alliance avec eux pour nous aider à nous battre contre les Grecs. Moi, ça sonne... Oh,
il y avait un ennemi peut-être trop fort pour nous à l'époque, donc on a fait appel à une autre force ailleurs pour nous aider. Je peux pas m'empêcher de penser à Fordo, en Iran. Ok, Mais on va en reparler de Fordo. eh ben oui, enfin, est-ce qu'on était capable d'aller attaquer Fordo tout seul? Manifestement, il semblerait que non, et qu'on a demandé l'aide des États-Unis. On est très content. Officiellement, on a demandé l'aide des On a États-Unis. demandé l'aide des États-Unis, on est très content. Le Premier ministre l'a d'ailleurs souligné que il a dit bon, si vous venez pas avec nous, on les fera tout seul, mais ça sera certainement moins efficace. Donc voilà, est-ce que vous voulez venir? Et on est très content. Et donc, de la même façon que quand on a célébré la victoire contre les Grecs et qu'on a célébré Hanouka, bah, on était très content finalement de cette alliance avec les Romains, ça nous a bien aidés. Si on s'arrête là, bah, on se dit, bah, ok, bah, tu as le droit de faire des alliances avec d'autres peuples qui viennent t'aider parce que voilà, pourquoi pas? Je rappelle que dans la Torah, lorsque Abraham va faire la guerre contre les 4 rois babyloniens qui ont pris Lot en otage, il vient avec ses alliés Aner, Eshkol et Mamré. Donc le fait d'avoir des alliés qui viennent t'aider et que même tu as besoin des fois de leur demander leur aide parce qu'il y a un ennemi que tu n'arrives pas à gérer tout seul, il n'y a pas de problématique en soi. Le problème, c'est la suite du film. Et dans la suite du film, je reprends encore ma trame. Finalement, on a battu les Grecs, ça y est, on a une souveraineté juive, on a reconstruit un État. Et quelques années plus tard, une centaine d'années plus tard, en l'an moins 63, il y a un problème interne en Israël. 2 frères qui se font la guerre, Aristobulus numéro 2 et Hyrcanos numéro 2. Les 2 fils de Alexander Yanaï qui étaient rois d'Israël. L'un a été nommé roi pour lui succéder, l'autre a été nommé Kohen Gadol pour lui succéder. Le problème, c'est que le roi, il voulait être aussi Kohen Gadol et que le Kohen Gadol voulait être aussi roi. 2 frères, ils vont commencer à se faire la guerre à Jérusalem. L'un prendra possession du Beth Amikdash et ce sera son centre de commande militaire, et l'autre sera dans la ville plus basse. Et ils n'arrivent pas à se départager tous les deux. Et donc les deux vont envoyer un mail au super puissant de l'époque, au Trump de l'époque. Il s'appelle Pompeius Magnus, Pompée le Grand. On envoie un mail à Rome en leur disant « Venez, venez pas nous aider contre les Romains, contre les Grecs. Venez nous aider contre nous-mêmes. Venez, parce que nous, on n'arrive pas à gérer. » Et on les invite à rentrer en Israël. Et à partir du moment où, en l'an moins 63, Pompée rentre en Israël, ben, ils vont plus repartir. Ils vont plus repartir. Et de ce qui était à l'époque une petite ingérence ou nette pour régler un problème interne. Finalement, après cela, je ne sais pas ces détails, mais les Romains, à un moment donné, vont commencer à se dire que les Juifs, ils n'arrivent pas à se gérer tout seuls. Donc, on va mettre à nous des gouverneurs romains, on appelle ça les procurateurs de Judée. Et petit à petit, l'indépendance juive, alors il y aura Hérode au milieu, mais petit à petit, l'indépendance juive va complètement disparaître et on va devenir une province romaine. Donc, évidemment que quand je vois ça, parce que je connais l'histoire, j'ai cette petite lampe qui s'allume et qui dit « Oh, C'est pas des alliés là qui viennent. Je vous fais la liste un peu des pays qui interviennent dans ce truc-là. Il y a les États-Unis, bon, ça on a compris. Il y a le Royaume-Uni, pourquoi pas, pendant la guerre, ils ont fait des petits boycotts, mais ils se sont un peu réfrénés. Bon, Herschel, d'une façon ou d'une autre, ils ont resté assez fiables par rapport à Israël. Jordanie, Émirats Arabes Unis, Canada, Danemark, Australie, France, Espagne, Grèce. Rien que la France et l'Espagne, pendant la guerre, se sont comportés pas comme des alliés du tout. Et on les accepte en uniforme militaire dans notre territoire souverain. Parce que Cadiat, c'est même pas une question chez eux, de chez nous, je sais pas chez eux. Ils auraient pu dire non, mais là, c'est Judée-Samarie. Non, la Cadiat, c'est même pas une question chez personne. On a le droit de faire un truc comme ça? D'abord, officiellement, tous les pays que tu as cités sont des alliés d'Israël. C'est-à-dire qu'officiellement, nous avons des accords de paix avec tous les pays que tu viens de citer. Oh, ils sont alliés avec nous, mais ils sont mieux alliés avec nos ennemis. Ok, je ne sais pas quels sont les alliés, enfin les alliances entre les États-Unis et la Chine, j'en sais rien. C'est pas la question. Tu me dis, est-ce que ce sont des alliés? Oui, officiellement, c'est censé être des alliés d'Israël. Maintenant, attention. Quand tu me dis ça, c'est pour ça que j'ai précédé par notre histoire historique. Il ne faut pas être dupe. Et il ne faut pas avoir des œillères. Ne pas être dupe, c'est-à-dire ne pas penser que tous ces pays qui sont venus ici ne cherchent que le bien d'Israël. Non, on sait très bien qu'il y a des gens et il y a des gouvernements là-bas qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts qui nous sont chers.
Et donc, on sait très bien que parmi les pays qui vont venir s'occuper de la gestion de la bande de Gaza, il y a plein de gens qui peut-être aimeraient que Israël ne soit plus vraiment le patron ici. Donc, on n'est pas dupe. Et je pense qu'il faut être avec les yeux bien ouverts et connaissant de notre histoire pour savoir, oh, ok, d'abord, de ce que j'ai lu, c'est une base temporaire. C'est-à-dire que c'est pas censé être un endroit qui doit rester sur le temps long. C'est une base temporaire pour mettre en place les phases 2 et 3 de l'accord. Je vous rappelle le temporaire de l'Égypte qui n'avait pas le droit de rentrer des tanks dans le Sinaï. Alors, les amis, je suis désolé, je coupe cette vidéo pour quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à ces contenus qu'on fait avec le Rav Fison, le Rav Cherki, le Rav Yoel, à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. Donnez aussi votre avis dans les commentaires. Bref, c'est reparti. non, alors c'est pas pareil. C'est une ouverture, Non. et après on ne sait pas ce qui va rester. C'est là que je te dis qu'il ne faut pas être dupe, mais il ne faut pas avoir des œillères non plus. Tout n'est pas comparable exactement. Par exemple, l'Égypte et le Sinaï et les forces égyptiennes dans le Sinaï, quand on a fait les accords de paix avec l'Égypte, il était interdit que les Égyptiens ne rentrent ne serait-ce qu'un fusil dans le Sinaï. C'était interdit dans les accords de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens sont venus et ont dit à Israël, il y a des terroristes qui sont en train de se renforcer dans le Sinaï. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils profitent de cet accord-là pour être tranquilles et du coup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et à l'époque, c'est Israël qui avait changé l'accord de paix en disant bon, bah alors on vous laisse amener des forces pour vous occuper de ces terroristes. Mais il n'y avait pas marqué combien de forces tu avais le droit de ramener. Et donc, c'est nous qui avons changé l'accord de paix en disant vous avez le droit de rentrer vos forces dans le Sinaï. Et après, évidemment, hein, Ça fait 80 ans qu'on refuse des bases américaines. Ça fait 80 ans qu'Israël, ça fait partie des choses que moi, on m'a toujours enseigné. Israël refuse qu'il y ait des soldats américains qui soient basés en Israël. Il y en a en Jordanie, il y en a aux Émirats Arabes Unis, il y en a à Qatar. D'abord, c'est pas tellement vrai. Non, au niveau des entraînements, non. Au niveau de... Il y a de choses. Qu'il y ait des soldats qui viennent faire des entraînements et qui repartent, ça c'est rien. Mais c'est pas tellement vrai parce qu'il y a depuis déjà, je sais plus combien, presque une dizaine d'années, où il y a une base secrète américaine. Oui, mais le drapeau américain, il flotte pas là-haut. C'est-à-dire, parce qu'elle est secrète. Oui, mais il y a des soldats américains qui sont là pour les batteries antimissiles, machin. Ouais. Bon, ça existe. Maintenant, encore une fois, c'est sûr que c'est un problème. Et c'est pour ça que je t'ai rappelé le contexte historique d'il y a 2000 ans, qui au début était applaudi de tous les quatre mains, et finalement, ça a amené à la perte de la souveraineté juive. Donc, bien sûr que ça fait peur, mais d'un autre côté, et là, je ne veux pas... voilà, il faut ramener le moral un petit peu aux troupes. D'un autre côté, d'abord, on a passé 2000 ans d'histoire et on a appris des choses de notre propre historique et de nos erreurs, et on n'est pas obligé de les refaire. Deuxièmement, dans cette coalition, il y a Israël également. C'est-à-dire que dans la présentation du projet, le drapeau américain est aux côtés du drapeau israélien au centre, et il y a les drapeaux des autres pays à côté. C'est-à-dire qu'il est évident qu'Israël a un rôle central dans cette histoire-là. Bien qu'il y ait 200 soldats américains, à Kiryat Gat, il y a aussi une grosse base de Tsahal. Oui, énorme. Donc ça veut dire, c'est pas qu'on vous dit, laissez, vous gérez, nous on ne sait pas le faire, vous gérez. Donc, on n'est pas dans le même statut que lorsqu'on était à 2000 ans, où on a dit, bon, bah, nous on ne peut pas faire, vous gérez. Non, on est là. On est là, et dans la mesure où cet accord qu'on a signé et qu'on a accepté, il est international, et les Américains veulent que ce soit un accord international. Alors la question est de savoir, est-ce que ça vaut le coup de dire non, c'est chez nous, et vous mettez votre base en Égypte, ou vous mettez votre base ailleurs. Dans Gaza. Ou dans Gaza. Alors évidemment, dans Gaza, tu imagines bien que c'est pas une question, c'est pas audible pour eux, parce que ils veulent pas se mettre en danger, d'abord premièrement, et deuxièmement, ces soldats, ils viennent certainement avec leur famille, ou même s'ils viennent pas avec leur famille, ils n'ont pas envie de vivre dans des conditions spartiates de soldats. D'où l'Égypte. Alors l'Égypte, pourquoi pas, mais je pense que les Américains, ils préfèrent Israël que l'Égypte. Au niveau de la logistique, au niveau du renseignement, au niveau de la coopération. Peut-être Israël même préfère que ce soit. Je jette ça comme ça. Et Israël maîtrise mieux ce qui se passe là, chez lui que ce qui est. Et là, j'aimerais te dire voilà la chose suivante. On ne sait pas tout. Et il faut qu'on arrête de penser en permanence qu'on est toujours bête. Finalement, quand même, depuis ces 2 dernières années, on a vu qu'on a eu quand même des décisions qui n'étaient pas idiotes.
Même si des fois on se dit on aurait pu faire plus, mais peut-être qu'Israël, il se dit, s'ils sont là, on est là aussi. Si c'est en Égypte, il n'y aura pas d'Israéliens dans la base égyptienne, et va savoir ce qui va se passer. Donc il y a peut-être aussi une volonté de notre part de garder un œil très très près de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je te dis, oui, j'ai la lanterne rouge qui s'allume, parce que je connais l'histoire, mais d'un autre côté, je me dis, on n'est plus les mêmes, on a avancé. Alors, le sujet à la dépendance américaine, il n'est pas que seulement sur cette base. Cette base est un des outils ou des choses que font les Américains qui remettent un peu en question cette indépendance. Et elle remet en question cette indépendance puisque Bibi a été obligé de tweeter « Nous, Israël est un pays indépendant ». Bibi est obligé de le dire. Donc si on a besoin de le dire, c'est pas très bon signe en général. Maintenant, le 22 octobre 2025, donc c'était pendant la visite du vice-président américain Vance, il y a eu un vote à la Knesset pour l'annexion de la Judée-Samarie. C'était un premier vote qui est déjà passé, c'était un deuxième vote. Calcul politique, et je pense qu'il faut même éviter de rentrer dans ça, que la gauche elle a fait ça pendant que Vince était là, parce que comme ça, et Bibi il aurait pas pu être là. Enfin, il y a tout un truc de politique au milieu, mais j'ai pas trop envie d'y rentrer, sauf si vous voulez arabe. Moi, ce qui m'énerve un peu, et ce qui m'a un peu dérangé, c'est Vince qui dit c'est un coup stupide de la part des Israéliens. Il a utilisé des mots comme ça de bizarrerie du gouvernement israélien, comme si en fait lui il est avec Bibi. Ils négocient entre eux, ils font des choses, etc. Et puis il y a le gouvernement israélien, qui représente quand même le peuple, qui eux font des trucs comme ça, bizarres. C'est pas le gouvernement, hein, c'est le Parlement. Non, le Parlement. Parlement. Oui, le Parlement a été voté, le Parlement est démocratique, on va pas la brasser, tandis que le gouvernement ne l'est pas. Hein. Ouais, il n'a pas été élu, le gouvernement. D'accord, ça c'est le système électoral en Israël qui marche comme ça, mais on va dire comme ça. Tu veux pas rentrer là-dedans, mais je pense que c'est important pendant une minute de rappeler cette histoire-là. Évidemment que c'est un coup politique, évidemment que la partie gauche de l'hémisphère politique israélien n'a pas envie d'annexer la Judée-Samarie. Et ils se disent, on a entendu les déclarations de Trump qui ont dit on ne veut pas que Israël annexe la Judée-Samarie. Ça, il n'a pas attendu maintenant pour le dire. Il le dit depuis quelques mois. Il a dit, attention, moi j'ai la phrase, la Cisjordanie ne sera pas annexée. Et il y a une journaliste française. Je ne l'autoriserai pas. Voilà, il y a une journaliste française qui a posé sa question dans un anglais fantastique. Et Trump s'est moqué d'elle en disant qu'il ne comprend rien à ce qu'elle dit. Mais finalement, on lui a dit qu'elle parlait de la West Bank, de la Judée-Samarie. Il a dit, ne t'inquiète pas avec la Judée-Samarie, les Israéliens ne feront rien avec la Judée-Samarie. Non, c'est pas ça. Je ne l'autoriserai pas. Ça, c'est. Non, je sais pas. Moi, je parle de. Moi, je parle séparément. C'est pareil. C'est pareil. Je ne l'autoriserai pas. Ils feront rien. Ne t'inquiète pas. Et Vance qui dit c'est idiot. Bon. D'abord, on a une indignation à géométrie variable parce que lorsque le président Trump ou Vance ou l'autre ils ont dit des choses comme ça assez péjoratives sur une certaine partie de l'échiquier politique israélien de gauche, et qu'ils ont dit qu'ils se sont comportés de manière enfantine, machin, bah, ça ne nous a pas embêtés, on était très contents qu'ils le disent. Donc tout d'un coup, quand ils disent ça pour un autre truc qui nous touche plus, alors on dit c'est pas... Non, faut être cohérent. Soit tu dis Trump et son administration, ils parlent comme ils parlent, et c'est ça aussi qui les fait faire des choses voilà, ils s'en fichent du protocole, ils s'en fichent de politique correcte, et on est content avec ça. Il faut pas... Voilà, on n'a pas d'indignation à géométrie variable. Maintenant, la question de savoir, alors pourquoi ils ont fait ce targuil-là, pourquoi ils ont fait ce coup-là, parce que sachant que les Américains ne veulent pas, eh bien, la gauche a proposé cette loi-là, faisant en sorte que les partis de la droite israélienne qui veulent ça, ben, se sont sentis obligés de voter pour, mais le Likoud il a dit, mais non, parce que lui, il veut pas, machin, et genre, c'est vous, la droite, qui avez refusé l'annexion de la GSMA. Bon, au final, le vote est passé. Il y a eu une majorité pour le vote. C'est une créatromite, donc c'est un premier vote. Il va en avoir 3 encore. Et même si ça passait, c'est pas pour ça que demain, ce sera annexé. Mais il est très important que on dise clairement, même si les États-Unis ne sont pas d'accord, quelle est notre vision pour la terre d'Israël. C'est tout à fait légitime que Trump il dise « je veux pas qu'ils annexent la Judée-Samarie ». Parce que ça va torpiller mes plans avec l'Arabie Saoudite, machin. J'entends. Moi, de mon point de vue, je dois dire, j'entends. Mais c'est pas en rôle. Mais si c'est pas ça que moi j'ai envie de faire en tant que peuple juif, eh ben je ne t'écouterai pas. Là encore,
Je pense qu'on a vu ces 2 dernières années que l'administration américaine a souvent dit des choses au gouvernement actuel, et à Bibi en particulier, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et on n'a pas toujours dit oui. On n'a pas toujours acquiescé à ce que les Américains ils ont demandé. Surtout avec Biden, hein, depuis. D'accord, parce que depuis, il y avait moins de problèmes. Mais je veux dire, Biden, c'est l'administration américaine, c'est les États-Unis, et rappelle-toi que on n'était pas du tout sûr que Trump allait gagner les élections. Donc c'était Biden, c'était Kamala Harris juste derrière. Donc lorsque Biden te dit, tu vas pas à Rafah, tu vas pas à Rafah, mais on y va quand même. Tu vas pas prendre Philadelphie, et on prend quand même. Des fois, on sait dire non aux États-Unis aussi, on l'a montré très récemment. Donc là aussi, est-ce que si on dit oui maintenant à ça, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière que les États-Unis ont dit on ne veut pas la Judée-Samarie, vous n'annexez pas. D'un autre côté, c'est sous cette administration qu'on a construit ou qu'on va construire près de 25 000 logements dans la Judée-Samarie. Avec les derniers mois, 25 000 Là, logements. effectivement. 25 000 logements, c'est extraordinaire. C'est plus que les 10 dernières années prises ensemble. Donc très bien. Alors, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une annexion de fait parce que le terrain devient Israël, point. Et qu'à un moment donné, tu n'auras plus le choix de reconnaître que c'est Israël parce que c'est Israël. Tout est une question de démographie, hein, faut pas se leurrer. Le fait que le président Trump ait reconnu pendant son premier mandat la souveraineté d'Israël sur le Golan, c'est parce qu'il n'y a que des Israéliens là-bas. Pas assez à mon sens, il faudrait peupler plus le Golan. Mais la question n'est pas une vraie question, quoi. Ça appartient à la Syrie? Non. Tant qu'il n'y aura pas une démographie claire et évidente que la Judée-Samarie, c'est Israël, on pourra se poser la question, est-ce que c'est Israël ou pas? Alors oui, est-ce que je pense que c'est bien de le dire, c'est à nous, et de dire que la Judée-Samarie, c'est la Judée-Samarie, Yehuda, Milachon Yehudi, et que oui, ça appartient au peuple juif depuis 2000-3000 ans. Même la Samarie, c'était une secte. Shomron, bien évidemment. Oui, Ah, évidemment. Non, Shomron, c'était pas une secte juive. Shomron, la Samarie s'appelle la Samarie parce que le roi d'Israël avait créé une ville qui s'appelait Shomron. Avant qu'il y ait ce qu'on appelle les Shomronim, les Samaritains. Ok. Ok, d'abord, historiquement, il y a Malchut Israël, Mamlechet Israël, c'est quand on a séparé le royaume en deux, il y avait un royaume juif au sud, qui s'appelait Mamlechet Yehuda, le royaume de Judée, et un royaume juif au nord, Mamlechet Israël. Et c'est dans cette Mamlechet Israël que les rois d'Israël, les juifs, chez nous, ont créé une ville, qui est devenue d'ailleurs leur capitale, qui s'appelait Shomron. C'est la capitale de Mamlechet Israël. Et aujourd'hui, elle est basée où cette ville? Shomron, c'est pas très loin de Shrem. Ok, ça n'a rien à voir avec Carnet Shomron, tout ça. Carnet Shomron, Oui, non, mais c'est ça. Hein, mais... très très grand. Donc oui, Carnet Shomron, c'est à côté de Shomron. Pourquoi est-ce que la région s'est appelée Shomron? Parce qu'il y avait une ville qui s'appelait Shomron. Ok? Parce qu'après cela, il y a des gens qui ont habité là-bas, on les a appelés les Shomronim, les Amaritains. C'est-à-dire, mais c'est pas à cause d'eux qu'on a appelé cet endroit comme ça. Bekitsour, tout ça pour dire que cet endroit est à nous. Cet endroit est à nous bibliquement, cet endroit est à nous historiquement, et cet endroit est à nous aussi politiquement, puisque, comme on l'a déjà dit 29 fois, la Jordanie, qui aurait pu prétendre à la souveraineté sur cette région-là, a renoncé à la souveraineté de la Judée-Samarie en 1994 avec les accords de paix avec Israël. Donc, il n'y a plus de revendication de souveraineté. Et Gaza, pareil. L'Égypte a refusé. Alors Gaza, oui, mais le problème, c'est toujours pareil. Gaza, depuis 2005, nous, on a dit, on n'en veut pas. Donc maintenant, tu viens et tu dis, mais non, en fait, c'est à nous. J'entends bien. Mais la dernière directive officielle israélienne, c'est de dire, on n'en veut pas. Puisque en 2005, on est parti de la bande de Gaza. Donc il faudrait dire. Donc il faut dire, on en veut. On en veut. Tu ne peux pas attendre du monde entier qu'il respecte l'identité d'Israël si Israël ne veut pas s'auto-respecter. Et vous pensez qu'on est dans le bon, dans la bonne marche? Parce que moi, je vois là des tracteurs turcs rentrer dans Gaza par centaines, machin. Je vois la reconstruction. T'as vu un tracteur qui a reconstruit quelque chose, toi, déjà? Non. Non. Il pense se balade. Non. On n'est pas encore sur la reconstruction. D'ailleurs, on n'est pas du tout sur un plan de reconstruction de Gaza comme c'était avant. Mais tu viens pas, depuis le début de la guerre, à aucun moment t'as dit « je veux conquérir la bande de Gaza ». Nous, on l'a dit. Nous, on l'a dit. On pense qu'il faudrait faire. Mais l'État d'Israël ne l'a jamais dit. Donc, après, on ne peut pas venir se plaindre et dire
Ah, tu vois, on a perdu la souveraineté à Gaza. Tu l'as pas perdu, tu l'as abandonné il y a 20 ans. C'était une terrible erreur. Mais on l'a abandonnée. Donc il faut la récupérer. Il faut la récupérer. Évidemment que cette guerre aurait pu être un tremplin énorme, mais encore une fois, l'ère TEDA va savoir vers quoi on est en train d'arriver. Il y a une. Moi, je serais plus rassuré qu'on va sur le bon chemin si j'avais pas les Américains et tous ces gens-là internationaux avec l'ONU, tout ça, parce que c'est eux qui représentent ça, se mettre entre guillemets entre le Israël et son destin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois les Américains. Ils sont intervenus plusieurs fois dans cette guerre. Il y a eu le DONT de Biden au début, qui était au final contre Israël. Il y a eu l'apport d'armes qui n'est pas venu. Il y a eu Rafah. Il y a eu la base de Fordo. La base de Fordo aujourd'hui, avec recul, c'était pour dire aux Israéliens, et ça y est, vous les avez maîtrisés, les Iraniens, vous avez le contrôle total. Nous, on a fini le job, arrêtez. Et je pense qu'Israël, et d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est ressenti, il y a eu la guerre s'est arrêtée, on était en plein dans le truc. C'est-à-dire qu'Israël souffrait parce qu'il y avait des missiles qui tombaient sur Israël, mais au final, au jour le jour, c'était. On a tous un sentiment de pas fini. Mais on retrouve ce ressentiment encore là maintenant. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que les otages sont rentrés. Moi, j'étais pas sûr que les otages étaient rentrés. Il nous manque encore plusieurs otages, je crois 13 otages. Non, il ne manque pas d'otages. Il nous manque des corps d'otages. Oui, mais ça, mon ami, c'est un paradigme qu'il faut. Non, on en a parlé la semaine dernière. On a déjà parlé. La semaine dernière. C'est pas la même chose. Mais encore une fois, on n'a plus de vivants là-bas à nous. Il est temps d'en finir avec le Hamas. Alors, très bien. Mais on peut pas le faire si y a les Américains à 30 km de la Mais c'est cher. Mais encore une fois, c'est toi qui as signé un truc. Donc, tu as signé un truc qui dit, voilà, je contrôle 50% de la bande de Gaza, parce que c'est pour l'instant sous contrôle israélien, et les autres 50%, bah, c'est cette fameuse force internationale qui est censée démilitariser le Hamas. Et... Bonne chance. Encore une fois, s'ils n'y arrivent pas, c'est nous qui allons le faire. Maintenant, viens, je te fais un scénario. Imaginons, on est dans 3 ans, tous les corps sont revenus, ben, ok, très bien. Et, ben, aveu d'échec, les Américains disent, non, on n'y arrive pas, et puis on n'arrête pas de se prendre des lignes on change de gouvernement. Voilà. De gouvernement. Ouais, non, mais tu sais quoi, et même, c'est de nouveau un républicain, comment ça s'appelle, c'est Vance, machin, l'homme jamais, ou c'est Jared Kushner, Si c'est Trump encore. ou c'est Trump, je sais pas, l'homme jamais. Et même chez nous, il y a aussi des élections qui arrivent. Et c'est de nouveau le même gouvernement. Disons qu'il y a un aveu d'échec. Ils n'ont pas réussi à démilitariser le Hamas. Ça fait 5 ans qu'ils sont sur place. Et non, bah, Israël va continuer à faire le boulot. Et imagine-toi le moment où les nations disent, bon, bah, en fait, il n'y a que vous qui y arrivez. Alors allez-y. On a compris maintenant ce que c'est le Hamas. Parce qu'il y a un vrai problème. Je ne suis pas du tout... Alors, oui, évidemment qu'ils ne sont pas bêtes. Mais est-ce que Trump, il a lu la charte du Hamas? Oui. Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Il sait que le Hamas, il veut détruire Israël. Est-ce qu'il l'a lu? C'est-à-dire, est-ce qu'il est conscient de ce que ça veut dire? Lorsque tu perds tes boys, toi, Monsieur Trump, tu perds tes soldats parce que tu comprends ce que c'est le terrorisme à l'intérieur de la bande de Gaza, peut-être que là, tu vas venir voir Israël et dire, ok, on a compris. On comprend ce que vous nous disiez. Je sais pas ce qui va se passer. Ok, mais j'ai envie d'avoir un regard optimiste sans être dupe et sans être candide. Il faut être très vigilant parce que effectivement, tu as raison, il s'agit d'une puissance étrangère qui est en Israël. Elle n'a pas de pouvoir extraordinaire, mais il faut faire attention. C'est pas forcément négatif, mais il faut faire gaffe. Rav, j'ai compris. La question d'indépendance, en fait, si je comprends bien, ce que vous nous dites pour conclure tout ça, c'est patience. On verra ce qui va se passer. Israël n'est pas bête, entre guillemets, ne se laisse pas faire comme ça. Voilà. Il faut prendre du recul par rapport à l'histoire, par rapport à tout ça. Ne pas oublier ce qui s'est passé avant pour mieux construire. Patience sans être inactif. Génial. Eh ben, écoutez, moi, je vous propose d'entancher sur le deuxième sujet parce que c'est un gros sujet aussi. Hein. Allons-y. Moi, on m'a toujours dit Israël, l'État juif et démocratique. Et en fait, c'était en réécoutant un de vos cours où vous parlez de l'annexion de la Judée-Samarie et de Gaza, qu'il n'y a pas de problème, on fera rentrer les 6 millions de Palestiniens, de musulmans qui habitent dans cette contrée en Israël. Et Rav, c'est pas possible, tout simplement. D'abord, parce que c'est des chiffres qui n'existent pas, ce que tu viens de dire. Attendez, je les ai les chiffres.
bougez pas. Je les ai. Arabes, citoyens israéliens. Non, redites-moi. Les citoyens israéliens, arabes, sont déjà là. Les citoyens arabes, ils sont déjà là. Ok, ça représente près de 2 millions et quelques de personnes. Ok, on rentre les résidents de Judée-Samarie, donc c'est encore 2 millions et quelques 3 millions. On ne sait pas exactement parce que c'est très compliqué qui fait des enfants à qui là-bas. Ouais. Et on rajoute la population de Gaza qui devient israélienne. Et il y a à peu près 8 millions de juifs, il y aura à peu près 6 millions et demi de musulmans. La démocratie, Demos Kratos, celui qui a le plus de force de vote, c'est lui qui décide de l'avenir du pays. Ça veut dire que ils font des élections pendant un moment qui est pas bon pour le peuple juif, et il y a un truc, il y a moins de juifs qui votent, et d'un coup il y a plus de musulmans qui votent, et du coup, Israël, s'il reste démocratique et que toutes ces choses se passent, on perdrait la majorité, on perdrait la supériorité numérique. Vous avez parlé tout à l'heure, dans le début de cette intervention, de l'importance démographique. Aujourd'hui, on ne peut pas et on ne doit pas, si on veut rester démocratique et juif, rentrer tous ces gens-là. Bon, alors, plusieurs choses. D'abord, tu as commencé en disant, on nous a toujours dit, moi, ils ont grandi, que Israël était un pays juif et démocratique. Je te rappelle que c'est pas marqué dans la déclaration d'indépendance. État juif, il est marqué. Oui, mais pas démocratique. Bon, il y a liberté, égalité, il y a une série de mots. Non, mais encore une fois, les mots ont un sens. Je suis pas contre la démocratie. Je dis simplement que tu peux avoir un État monarchique qui garantit les libertés individuelles. C'est ce qu'on appelle l'Angleterre. C'est-à-dire, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est une monarchie. Oh, ouais, mais c'est une monarchie. C'est une monarchie de vitrine. de vitrine. Très bien. Mais tu peux très bien décider que même si elle n'est pas de vitrine, le roi, il n'est pas élu, mais il peut garantir avec un parlement. Le roi anglais, il n'a aucune action de ce qui se passe. Non, mais c'est là en Angleterre. Oui. Mais je veux dire, on pourrait très bien imaginer un pays où le roi, c'est une royauté héréditaire, Maroc. comme le Maroc par exemple, et il y a un parlement qui est élu. Le Maroc. La Jordanie. Ça peut marcher. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que le système démocratique n'est pas forcément le même que le système de régime. Tu peux avoir une république démocratique, tu peux avoir aussi une monarchie démocratique. Où c'est pas, on va pas élire le chef du pays, mais on va élire son gouvernement, son parlement, et ainsi de suite. Il y a tout à inventer. Ce que je veux dire simplement, c'est que Israël, officiellement, n'est pas, dans sa déclaration d'indépendance, une démocratie. C'est le pays juif qui a adopté un système politique qui est démocratique. Et je suis pas contre, hein, mais encore une fois, mais je dis juste que non, l'essence de l'État d'Israël n'est pas d'être un pays juif et démocratique. L'essence de l'État d'Israël est d'être un pays juif. Ah, est-ce que la démocratie a sa place dans le judaïsme? On a déjà posé cette question-là. J'irai répondre oui. La démocratie est considérée par la halakha juive comme étant malchut, souveraineté. D'ailleurs, on voit déjà ça dans Rabbeinu Harosh, Rabbi Yashar et Rabbi Yechiel, déjà il y a 700 ans qu'il écrit ça. Donc, on peut très bien être un État juif et démocratique, c'est pas du tout contradictoire. Maintenant, pour ce qui est de la démographie, il y a un moment donné où on ne peut pas être Ma'amin Ba'Hashem, avoir la foi dans l'Éternel, que quand on va à la synagogue. Il y a une réalité en Israël qui ne marche pas avec les statistiques. C'est comme ça. En 1988, tous les politologues en Israël disaient qu'on est à ça d'un retournement de la démographie et que les Arabes seront plus nombreux que nous et que c'est terminé. Et voilà, on était à 3,5 millions de Juifs en Israël. Et on dit, il faut absolument maintenant faire un État palestinien, se séparer complètement, parce que sinon, ils seront plus nombreux. Et toutes les études démographiques semblaient le montrer. Un an plus tard, coup de tonnerre, chute de l'Empire soviétique, chute du mur de Berlin, 1 million de Juifs de Russie qui arrivent en Israël, la balance démographique, bram. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'Arabes en Israël. On peut en reparler de ces Juifs russes qui sont venus.
qui pour la très grande majorité étaient des juifs. Pour la très grande majorité étaient des juifs. Peut-être pas pratiquants, mais étaient juifs. On estime à peu près à 20% les Russes qui n'étaient pas juifs, qui sont venus quand même dans ces vagues d'Alichou. Ravana, après on rentrera dans les... Ouais, ouais. Dans un monde idéal, j'exagère le chiffre, mais je ne sais pas exactement, le million de juifs américains libéraux arrivent en Israël demain, et ils nous cassent le pays. Et 2 secondes. Et le 4 millions de juifs... Non, mais ils viendront après, mais si ce million-là monte... Il faut que tu comprennes que la dynamique du peuple juif, elle ne s'arrête pas à David Altar et Ethan Fizon. Heureusement. C'est-à-dire que la dynamique du peuple juif, elle avance quoi qu'il arrive. Quand on fait des recherches sur des prévisions basées sur des chiffres, pas basées sur des boules de cristal, on voit que les prévisions, par exemple, je t'invite à retrouver l'intervention du professeur David Passig de Bar-Ilan. Les prévisions sont que d'ici à 2100, 2100 c'est dans le même temps qu'on a eu l'État d'Israël, fois 2. C'est-à-dire en 2100, en 85, dans 75 ans, il y aura à peu près 21 millions de juifs dans le monde et 75% seront en Israël. C'est-à-dire près de 18 millions de juifs seront en Israël. Est-ce que ce sera les juifs libéraux? D'après les estimations, semble-t-il que non. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas 75 ans le mouvement libéral. Parce qu'il n'y a plus de racines, et donc à un moment donné, ça se dilue et ça s'assimile tout simplement. Et bien au contraire, la société juive devient de plus en plus attachée à ses traditions, retourne à ses traditions. Donc, tu me dis, il y a 1 million de juifs libéraux qui vont arriver? Franchement, j'ai aucune crainte de ça. Pourquoi je vous pose cette question là, fondamentalement? Pas parce que j'ai pas envie que les juifs reviennent. Non, mais parce que toi, tu as peur qu'il y ait Non. un balagan. Non. Alors pourquoi? Parce que, et là, c'est la surprise. Alors vas-y. C'est parce que je vois 1 million de musulmans qui rentrent en France et qui changent la France, qui changent ce qu'est la France, ce qu'on voit de la France. J'étais à Paris il y a 1 mois et demi. Je suis arrivé à l'hôtel, la dame à l'accueil m'a dit salam alaikum. Ouais, ils ont changé la France. J'ai envie que Israël, qui se devienne hors la goïm, et montre en fait comment on doit gérer ça par rapport aux nations du monde. Sauf que là, vous me dites, non, nous on fait confiance à Dieu. Donc en fait, le français, il doit faire confiance à Dieu. Qui va rester français? D'abord, moi j'ai absolument aucun doute que l'Europe, elle va rester européenne. Ok. Le grand remplacement, vous y croyez pas? Si, moi, je suis persuadé qu'il y a un mouvement de grand remplacement qui est en train d'essayer de se mettre en place, et je suis persuadé qu'il ne va pas réussir. Ok. Je suis persuadé qu'il ne va pas réussir pour une raison très simple. Là encore, je vais me retourner dans nos sources à nous. Si je devais miser sur une guerre qui devrait, je parle du conditionnel, s'il devait y avoir une guerre entre les enfants d'Ishmaël, donc le monde musulman, et les enfants de Esav, le monde occidental, en Europe, si cette guerre devait commencer, je pense qu'il faudrait investir tout ton argent sur le camp de Esav. Ok. Pour une raison très simple. Au final, que ce soit dans les sources bibliques, dans les sources zohariques, Esav, il bouffe Ishmaël, comme on dit en hébreu, blimelach. C'est-à-dire qu'il le découpe en rondelles sans aucun problème. Esav, quand il fait ce qu'il malheureusement sait faire depuis pas mal de temps, à savoir al-kharbecha tichye, tu vivras avec ton épée, ou par ton épée. Il me colle à kavod. Le 7 octobre, on a vu les images terribles et on a vu les enfants d'Ishmaël être capables de faire des actes inhumains. Je guide sur les traces de la Shoah. On a beau dire c'est le plus grand pogrom depuis la Shoah. C'est depuis la Shoah. Ça n'a rien à voir avec ce que les nazis ont été capables de faire. Ça commence même pas. C'est-à-dire que je veux bien que le monde musulman, des fois, il s'excite et ça peut arriver qu'on ait des actes de barbarie. J'entends et j'en suis tout à fait conscient, bien sûr. Mais d'un autre côté, j'ai vu ce que une société allemande ultra organisée
elle était capable de faire de manière pas du tout barbare, de manière organisée, de manière industrielle, de manière en costume, ce que tu veux. Donc, je veux dire par là que je suis tout à fait au fait qu'il y a un flux migratoire énorme du monde arabo-musulman qui vient en Europe. Et je suis persuadé qu'il va y avoir un réveil européen. Par la guerre. Et c'est très possible par la guerre. C'est très possible par la guerre. Et je pense que dans cette guerre civile, les enfants de Esav sont beaucoup plus puissants que les enfants d'Ishmaël. Beaucoup plus puissants. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai pas envie que ça arrive. Hein. Non. Les choses sont claires. Je n'appelle à aucune guerre. Je veux pas que ça arrive. Je dis simplement qu'au final, l'Occident, quand il veut détruire, il balance Hiroshima. Au final. Mais en fait, moi, c'est pas tellement au niveau de la population que j'ai des doutes sur ce que vous dites. C'est plus par rapport au gouvernement qui est devenu, j'allais dire, irrévrave, comme on l'a dit derrière. C'est-à-dire que ce qu'il cherche, c'est sa jouissance personnelle. Mais à un moment donné, il y a le réveil des peuples. Il n'y a plus de Churchill arabe comme il y avait. Il y a on n'a pas plus de Churchill. de Gaulle. Il y a le réveil des peuples. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu presses au citron, le peuple, il te dit, die. Et des révolutions ont commencé pour moins que ça. Et en général, les révolutions, elles se finissent pas dans les câlins. De toute façon. Donc, moi, je suis très craintif par rapport à l'avenir proche de Moi, je suis doublement craintif sur ce que vous dites. C'est très craintif, toi, tu es doublement craintif. Moi, je suis doublement craintif parce qu'ils vont fuir la France. Qui? Je vois toutes ces populations musulmanes. Oui. Et la France se réveille. Ouais. Et elle voit qu'elle se fait ratatiner. Ouais. Les musulmans se font ratatiner en France. Où est-ce qu'ils vont? Dans leur pays. Ils vont Algérie, Jordanie, ils vont renforcer Syrie. Non, mais faut bien comprendre une chose. Il y a de Libyens qui est de gens de Liban. Non, mais des Libanais, pardon. Et c'est le nombre de Libanais qui est en France, le nombre de Syriens qui est en France. Eh ben, tu sais ce qu'ils peuvent faire, les Libanais, qui sont chrétiens, parce que la majorité des Libanais en France, ils sont chrétiens. C'est ceux qui sont partis du Liban lorsque le Hezbollah, ils sont arrivés. Là, ils peuvent repartir au Liban et recréer un Liban chrétien, comme c'était à l'origine prévu. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je dis simplement que moi, je suis un fervent... j'ai une confiance profonde dans les identités profondes des peuples. Quand on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est parce qu'il y a une identité profonde chez les nations. Je pense que les nations d'Occident, à un moment donné, vont se réveiller et vont dire c'est pas possible. Quel va être l'événement qui va mettre le feu aux poudres? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se faire dans la violence ou est-ce que ça va se faire de manière démocratique et diplomatique où les gouvernements, enfin les élections vont parler, machin, ils vont faire des lois. J'ai vu qu'il y avait maintenant des lois au Japon contre l'immigration. Oui. Donc j'ai vu que l'Italie aussi avait fait des lois contre, je sais plus quoi exactement. Ils sont submergés par le. Je dis simplement que j'ai pas peur que demain ce soit le drapeau du califat qui soit sur la Tour Eiffel. Sur l'Élysée. Ou sur l'Élysée. J'ai pas peur de ça. Ok. J'ai peur qu'il y ait une grande guerre sur les terres d'Europe. Et en général, cette guerre, elle va pas faire du bien aux Juifs non plus, qui y seront encore. Et ça me fait beaucoup plus peur. Parce que oui, je suis persuadé que à un moment donné, le peuple juif qui se trouve encore en Khoutz Laaretz, et nous on parle de la France parce qu'il prenait la France, il y a un moment donné, il va y avoir des pogroms en France contre les Juifs. Je suis pas du tout prophète, je suis pas devin. Je me réfère au livre de Dov Maimon et aussi à la réalité que toi tu as vu sur le terrain, que moi j'ai vu sur le terrain. À un moment donné, ça va pas être bien pour les Juifs. Et personne va les protéger. Personne va les protéger, certainement pas l'Élysée et l'État d'Israël non plus. On ne peut pas les protéger chaque Juif dans chaque quartier, dans chaque rue. Donc oui, ça me fait très peur. Mais si je reviens à Israël, est-ce que j'ai peur d'un bouleversement démographique et que tout d'un coup, si je donne la citoyenneté aux Arabes qui sont ici, eh bien, on va être submergé? Non, j'ai pas du tout peur de ça pour deux raisons essentielles. La première, je suis pas du tout obligé de donner la citoyenneté à tous les Arabes qui habitent ici. Et non, je suis pas obligé non plus d'être un État d'apartheid. L'État d'Israël est créé comme étant l'État-nation du peuple juif. Pas de problème. Est-ce que la France, les États-Unis et autres sont les États-nations d'une population? Oui. Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas partie de cette population peut devenir américain? Oui. Mais il y a tout un processus. Et parmi ce processus,
l'identification aux États-Unis, le respect de ses valeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème que quelqu'un qui n'est pas juif décide de devenir israélien. Mais pour ça, il faut aussi qu'il passe une étape de vérification. Est-ce qu'il aime Israël? Est-ce qu'il est sioniste? Est-ce qu'il partage le projet d'Israël? Si c'est le cas, rentre dans la communauté nationale, pas de problème. Si c'est pas le cas, eh ben non. Et pas de problème, tu restes un étranger, tu as ta citoyenneté d'un autre pays. Tu vas me dire, oui, mais les apatrides alors? Je répète qu'il y a très peu d'apatrides arabes en Israël. Et c'est réglable en 5 minutes en leur donnant soit la citoyenneté jordanienne. Tu vas me dire, mais Jordan n'en veut pas. Oui, d'accord, mais moi, c'est pas moi qui dois régler tous les problèmes du monde. Donc, j'ai pas de problème qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas israélien qui vive en Israël. Un Français qui habite aux États-Unis, il a tous les droits individuels comme un Américain. Seulement, il peut pas voter. Et quand tu dis ça, tu fais pas de l'Amérique un apartheid contre les Français. Donc, j'ai pas peur du chamboulement démographique parce que t'es pas obligé de donner la citoyenneté à tous les Arabes qui arrivent ici. C'est un. Et certainement pas ceux de la bande de Gaza. D'autant plus que pour l'instant, c'est pas prévu d'annexer la bande de Gaza. Mais disons, en Judée-Samarie, t'es pas obligé de donner à tout le monde. Parce que là-bas, en l'occurrence, ils sont toujours pratiquement tous un passeport jordanien. Et donc, ils sont là, ils sont annexés à Israël. Ils jouissent de tous les droits individuels et de l'économie et des systèmes de santé, ce que tu veux, mais ils votent pas. Ils votent au Parlement jordanien. Pas de problème. Deuxièmement, on n'est pas du tout à l'abri d'un 1989 en 2026, 2027, 2028. Que tous les estimations tout d'un coup, il y a un événement qui fait que tu as 300 000 juifs de France qui arrivent. Il y a un événement qui fait que tu as 2 millions de juifs des États-Unis qui arrivent. Bon. De la même façon qu'on ne pouvait pas voir venir l'effondrement du RSS, tu ne sais pas ce qui va se passer dehors. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec ça. Ce qui se passe. On peut dire qu'on galère un peu en Israël. On peut dire que la vie est pas facile. On peut dire que c'est cher. On peut dire qu'il manque des appartements. On peut dire que y a énormément de problématiques aujourd'hui. On fait aller à 2 millions de juifs maintenant. La viande, elle va coûter $1 million. Wow. Alors mon ami, sache que ça, il y a deux réalités. Et je suis pas encore là. Je vais pas faire l'autruche. D'accord? Après, on revient sur le sujet. Je vous promets. Je fais pas l'autruche. Je ramène encore une fois au livre de Dov Maimon, La fin du judaïsme de France. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, La fin du judaïsme français ou La fin des juifs en France, où il explique quelque chose et il dit une phrase très vraie. Israël adore l'Alia, mais elle n'aime pas les Olim. Oui. On adore l'Alia, le concept. Intégrer les Olim, c'est une autre histoire. Virgule, Israël adore les Olim qui viennent de pays moins développés que eux, enfin que lui. Par contre, ils n'aiment pas du tout les Olim qui viennent de pays développés. Parce que les pays qui viennent de pays sous-développés par rapport à Israël, en fait, tu les regardes de haut et tu dis, écoute, soyez bien content d'être là. Et en général, les gens sont bien contents. Adapte-toi à nous. Adapte-toi. Et les gens, ils travaillent parce qu'ils veulent monter. Et voilà. Mais quand tu as maintenant des médecins, des infirmières, des podologues, machin, qui veulent venir, qui ont fait 12 ans d'études et qui veulent venir en Israël, et toi, t'as pas envie que le médecin de France, il prenne le boulot du médecin israélien. C'est la guilde des médecins qui veut pas. Des infirmières, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il manque d'infirmières en Israël. Pourquoi est-ce qu'on donne pas les reconnaissances de diplôme pour les infirmières en France? C'est toujours pas fait, les diplômes des infirmières? Non, ça travaille. Mais pourquoi? Parce que... Ça fait 10 ans que j'en Mais parle. parce qu'il y a un lobby d'infirmières en Israël. Ils vont prendre notre poste. Alors que non, ils vont pas te prendre ton poste parce qu'il y a besoin énormément d'infirmières. L'homme est chané. Au final, cette question-là du diour, tu parlais des appartements. Mais tu sais que en Israël, depuis le corona, on parle, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est des centaines de milliers de mètres carrés qui sont vides d'appartements. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le corona, on a inventé le Zoom et les gens travaillent depuis la maison. Et il y a énormément d'entreprises avec des bureaux à n'en plus pas savoir en faire, qui sont vides. Tu pourrais tout simplement changer le statut, et ça c'est une décision politique parce que c'est au niveau des lois, il faut changer le statut de ces bureaux-là et d'en faire des endroits où on peut vivre. Ça change tout au niveau de la Arnona, au niveau des taxes d'habitation, ça change énormément parce que des bureaux ça paye rien. Oui. Alors que, mais c'est un choix politique. Donc tu peux décider, tu n'as même pas besoin de construire tellement, tu as déjà des choses sur place. Ça c'est un. Deuxièmement, je te rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle la Judée-Samarie.
Non, tu peux construire. Il y a le Negev. Il y a le Negev, il y a le Galil, la Galilée. Mais il faut construire. Ouais, il y a du boulot. Tout ça, ce n'est que une décision politique. Parce que si tu décides de faire une politique de construction et d'implantation, ben c'est bon. Israël a tout à fait les moyens de le faire. D'autre part, elle n'aura pas le choix. Parce que l'allée, elle va arriver. Ouais. L'allée, elle va arriver. Donc le mieux, c'est de s'y préparer avant. Mais il va y avoir une augmentation, un pic d'Alia après la guerre. Là, on est au début. Mais il va y avoir un pic d'Alia énorme. Et oui, on va avoir, dans les prochaines années, beaucoup de juifs qui vont arriver. Je ne vais pas te donner de chiffres, je ne suis pas prophète, j'en sais rien. Mais oui, il y en a qui vont arriver parce que c'est le kivun, c'est la direction de l'histoire. Donc, il va falloir que l'État d'Israël prenne des décisions courageuses. Courageuses pour dire, ben oui, on veut intégrer une nouvelle réalité. Donc, est-ce que j'ai peur de la démographie arabe qui va supplanter la démographie israélienne juive? La réponse est non. D'autre part, les juifs font plus d'enfants que les arabes maintenant en Israël. Ouais. Donc, même sur le long terme, c'est nous qui allons gagner à ce niveau-là. Plus les Arabes israéliens. Oui. Moins Bah, que les il n'y a Arabes. pas de statistiques sur la bande de Il n'y a Gaza. pas, mais non, pas sur la bande de Gaza, mais sur la Judée-Samarie. Même sur la Samarie, on fait plus d'enfants. Ouais. Sur le klal, de manière générale en Israël, on est à plus. Alors, je sais plus si c'est 3,8 ou 4,1 pour les femmes juives, alors qu'on était descendu en dessous de 3 pour les femmes arabes. Bref, il y a 3 moments dans la vie d'un Israélien qui n'est pas dirigé par l'État démocratique et qui est dirigé par la rabbanout. C'est le mariage, c'est le divorce et c'est l'enterrement. Je ne parle pas de ce qui est guiour, de tout ce qui est... C'est aussi. Oui, c'est aussi, mais je ne le rentre pas par rapport aux citoyens israéliens parce qu'il faut d'abord qu'ils fassent la conversion avant de devenir israélien. Donc là, je vous parle vraiment de l'israélien de base. Je vous parle Si on reprend la question des Russes qui sont arrivés, il y a plein de gens maintenant qui sont des Israéliens qui sont venus de l'ex-URSS qui n'étaient pas juifs, ou du moins que leurs parents, il n'y avait que le père qui était juif, machin, et que maintenant ils ne sont pas juifs, et il y en a beaucoup. Et donc il faut aussi passer par une conversion à ce niveau-là. Et donc c'est le 4e. Rajoutons la conversion, le guiour. Moi, j'étais vachement avec des Israéliens pendant ces 2 dernières années à l'armée. Et le fait que le mariage religieux soit obligatoire, ça fait du mal à énormément de gens. Ça veut dire que c'est très spécial. On dirait un pays dans le pays, un gouvernement dans le gouvernement, où payez vos impôts au gouvernement, mettez vos enfants à l'école, tout va bien. Mais là, vous allez vous marier? Non, non, non. Si vous ne passez pas par un rabbin, si vous ne passez pas par une kippa, eh ben, vous n'êtes pas considéré au niveau étatique, au niveau des impôts, au niveau de tout ça, comme des gens mariés. Il y a plein de solutions, de se marier à l'étranger, revenir, ça. Il n'y a pas un bug dans ce système-là qu'il faille séparer la rabbanout à l'État? Je pense que le fond du problème, je pourrais répondre de manière technique. Parce que de manière technique, je te rappelle que la rabbanout, elle est mandatée par l'État d'Israël. Oui, mais elle fait un peu ce qu'elle veut. Hein. Non, c'est pas le problème. Quand tu vas... Non, mais elle n'est pas élue. C'est pour une question d'élection. Mais tout n'est pas élection dans ce monde. C'est-à-dire que la reconnaissance du fait que tu as réussi tes diplômes de médecine, Oui. c'est pas l'État qui reconnaît, c'est pas l'État qui te fait les examens de médecine. Non, mais c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui donne la possibilité à des professionnels de santé de mettre en place un examen. Ces professionnels de santé n'ont pas été élus. C'est eux qui décident de faire un barème X ou Y et l'État reconnaît ce barème-là et donc l'État te reconnaît ton diplôme. L'État donne la possibilité au ministre des cultes d'avoir un droit de regard sur l'élection du grand rabbin d'Israël, parce que je te rappelle que les grands rabbins d'Israël sont élus, Bien sûr. et également les grands rabbins de ville. Et donc, une fois qu'on a ce statut-là, on a donné à la rabbanout la possibilité d'avoir plusieurs autorités sur plusieurs domaines. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une séparation entre l'Église et l'État. Il n'y a pas. Ok. En Israël, il y a une religion d'État. Maintenant, ça ne veut pas dire que je pense que c'est bien ce qui se passe en ce moment. Mais je te dis juste que c'est pas vrai que quand tu vas te marier à la rabbanout, ça veut dire que tu peux pas te marier de manière civile. C'est juste que tu penses en français. Et qu'en français, il y a la loi de 1905, la laïcité, et qu'on a séparé l'Église et l'État complètement. En Israël, il n'y a pas cette séparation. Donc ça ne veut rien dire un mariage civil. Parce que en Israël, la religion officielle de l'État d'Israël, c'est le judaïsme. Ce qui veut dire que en Israël, l'armée mange cachère,
Et c'est une décision étatique. Oui. Ceux qui ne veulent pas manger cachère, Il ne peut manger pas cachère, ce qu'il non, veut. non, il ne peut pas manger dans les Mais endroits. il ne peut pas faire en sorte que la cuisine de la base soit pas cachère. Ouais. Lui, s'il veut se ramener un Oui, chancel c'est sur le jambon beurre, C'est le collectif, ça. Ça, c'est de ça qu'on parle. Non, mais moi, je vous parle de Jacob et Rachel. Jacob et Rachel. religieux. Très bien. Et donc là, tu rentres dans la question de c'est quoi le projet de société. Ok. Parce que, non, je t'ai répondu d'abord de manière technique avant de rentrer dans l'essentiel. De manière technique, c'est tout à fait normal qu'on puisse laisser à un organisme l'autorité sur tel ou tel sujet. Ça se passe dans tous les autres domaines et ça dérange personne. Maintenant, rentrons dans le fond du problème. Oui, mais ouais, moi, si je veux pas être médecin, je suis pas médecin. Mais ne pas me marier. Je veux pas me marier, je veux pas me marier. Ah, mais c'est une décision qui touche 100% des gens. Nahon, ça touche 100% des gens et donc 100% des gens doivent se poser la question, est-ce qu'ils veulent vivre dans la société, dans le projet de société d'Israël qui mêle la tradition juive et le renouveau de l'État d'Israël ou pas? On peut décider encore demain qu'on enlève ce pouvoir à la rabbanoute. C'est encore une fois, si l'État d'Israël décide que maintenant le mariage c'est plus à la rabbanoute, bah, l'État d'Israël peut le décider. C'est une loi. Maintenant, il est très intéressant de noter le dernier sondage qui a été fait, c'était avant la guerre, donc ça a peut-être changé, mais pas dans des proportions énormes. Si je ne me trompe pas, c'est 77% des Israéliens ne veulent pas que ce soit obligé de se marier à la rabbanoute. Démocratie. Mais 82% des Israéliens veulent se marier à la rabbanoute. Pas chaud. C'est-à-dire, non. C'est pas, si, est-ce que toi, disons que tu peux ne pas. Tu te marierais à la rabbanoute ou pas? Oui. 82% des Israéliens ont répondu qu'ils se marieraient à la rabbanoute, mais 77% ont dit qu'ils ne veulent pas que ce soit obligé. C'est-à-dire, en gros, la société israélienne veut se marier à la rabbanoute, mais elle ne veut pas que ce soit obligatoire. Je ne veux pas rentrer en politique, hein. Mais moi, demain, on me dit, t'as choix avec la rabbanoute ou pas? Bah, je préfère pas la rabbanoute, hein. Ça veut dire quoi? Parce que La rabbanoute, aujourd'hui, à mon avis, elle ne fait plus son rôle. Et du coup, j'ai là, pas envie de leur donner. Bien fait. Donc là, tu rentres dans un autre problème. Tu demandes, est-ce que le fonctionnement du grand rabbinat d'Israël, il est comme il faut? Mais ça, c'est un vrai problème. Non, c'est une vraie question. Évidemment que le fonctionnement de la rabbanoute, comme tout grand organisme, il a ses problèmes. Il fonctionne encore très bien, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où, exemple, l'exemple probant, c'est qu'au niveau des mariages, la rabbanoute, elle a compris qu'elle était un petit peu archaïque, et que donc il y a plein de jeunes Israéliens qui ne voulaient plus aller se marier à la rabbanoute, et comprenant le problème que ça allait créer dans la société, ils ont permis à l'organisation Tzohar de marier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des couples non religieux, ils se marient avec un rav de Tzohar. Mais c'est la rabbanoute. Seulement, ils ne passent pas par la rabbanoute. Ils passent par Tzohar, et les rabbins de Tzohar, qui sont des rabbins orthodoxes sans problème, les rabbins de Tzohar, ils vont remplir tout le truc et ils vont envoyer à la rabbanoute. Et en fait, ils ont une délégation de la rabbanoute pour pouvoir marier. Au final, le dossier, il est rentré à la rabbanoute. C'est un moyen d'eux. On pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas que Tzohar, mais que la rabbanoute, elle donne des critères pour être reconnue rabbin orthodoxe. Et à partir de là, ça pourrait être même de manière, je sais pas moi, business. C'est-à-dire, tu choisis ton organisation de rabbin qui te marie parce que celui-là, il me propose 3 cours en plus, celui-là, il me propose... Non, mais c'est pire que ça. Moi, je veux dire, il y a un élève de Orod Vekelim qui voulait se marier. Et il y a un des rabbins dans Orod Vekelim qui n'a pas la smechout de Rav. Donc, il a pas le... Il lui a demandé de le marier et il pouvait pas. Il lui a dit, écoute, je peux te marier, mais il faut que je fasse venir un rabbin à côté de moi qui va signer à ma place. So what? Et c'est grave? C'est pas grave, mais c'est bizarre. Non, c'est pas... D'abord... C'est du... D'abord... C'est pas démocratique. Gros, c'est pas démocratique. C'est vrai à dire, c'est pas démocratique. C'est pas démocratique. Quoi? Quel rapport avec la démocratie? Parce que le peuple décide. Le peuple veut que ce rabbin-là marie cette personne-là. Eh ben, marie-le. J'ai besoin que la rabbanoute qui... Mais mon ami, ça, c'est la halakha. La halakha, elle dit que le rabbin, il est choisi par sa communauté. Et une fois que la communauté a donné au rav son statut de rav, bah, il peut marier qui il veut. Donc la rabbanoute est anti-halakha. Mais c'est pas qu'elle est anti-halakha. C'est que tu comprends qu'on fonctionne pas pareil quand on a le petit shtetl où il y a 200 personnes dans le village et quand tu es à la tête d'un État de 7 millions de juifs, de 9 millions d'habitants, 7 millions de juifs. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. Ok, tout le monde peut marier. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu sais pas si tu n'as pas de fichier central, machin.
qu'est-ce qui se passe au niveau des mamzerim? Qu'est-ce qui se passe au niveau des gens qui ont divorcé mais pas vraiment divorcé d'après la halakha, tu le sais pas, et elle est chétiche et machin. Quand tu vis avec 7 millions de juifs et que tu dois gérer, c'est obligé d'avoir un central qui gère tout. Sinon, c'est pas gérable, tout simplement. C'est absolument pas gérable, donc c'est très bien qu'il y ait un central. Est-ce que ce central, des fois, il fait des problèmes? Oui. Évidemment, tu fais des problèmes. Tu veux que je te donne un exemple de ce problème? C'est-à-dire, je viens de défendre la Rabbanout, je vais, moi, Al-Bessari, ok? Il y a quelques années de ça, je me suis marié. Ok? Voilà. Quand je me suis marié, mon oncle, qui est grand rabbin de Metz et de la Moselle, le rabbin Bruno Fison, Ah oui. il voulait nous marier. C'était le premier mariage de la famille, machin. Il voulait nous marier. Je lui ai dit, bah, avec plaisir, pourquoi pas. Je vais à la Rabbanout, je vais ouvrir mon Tiknisouï, mon dossier, machin. Et donc, il me demande, ça sera qui les témoins? Je dis, voilà, alors, Cherki, voilà. Et ça sera qui le... Rav Cherki était votre témoin? Oui, t'es mon témoin. Bon, je tape par chez moi. Et il m'a dit, ah, c'est qui le Bessader ou pas avec Kiddushin? Il m'a dit, c'est aussi le Rav Cherki? Je dis, non, ce ne serait pas le Rav Cherki, c'est mon oncle. Alors il me dit, ok, c'est qui ton oncle? Je dis, bah, Rav Bruno Fison, il est rabbin en France, de la Moselle. Il m'avait envoyé tous ses diplômes De la Rabbanout du française, de France, de Vauclin, machin. La lettre également de recommandation du Rav Citruc de l'époque, pour dire, c'est un vrai rabbin. Et je lui donne, voilà. Et le mec, il me dit, bon non, c'est Kloum, c'est Loved. Ça marche pas, c'est pas reconnu. Pourquoi c'est pas reconnu? C'est comme ça, c'est pas reconnu. Nous, on prend les rabbins qui sont le rabbinat d'Israël. Bon, très bien. Je sors du bureau, j'appelle mon oncle. Je lui dis, bon, écoute, ce sera pas possible finalement. Il dit, c'est pas reconnu, machin. Regarde ce qu'on va faire. Le Rav Cherki sera sur place. Je vais marquer que c'est lui, le messager, pas Gine. Et c'est lui qui signera la Ktouba. C'est toi qui feras le discours, tu parleras. Machin. S'en fout de qui a signé. Ouais. Il me dit, bon, ok. Et je dis, bon, je sais plus comment j'ai terminé la discussion, salut. Et il y a le bureau à côté du bureau où j'avais été, qui était à porte ouverte. Il me dit, Magara, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, shalom. C'est quoi le problème? Tu parlais français? Non, en hébreu, il me demande. Il me demande. Mais j'avais parlé fort, c'est pas. Alors, il me dit, c'est quoi le problème? Je lui dis, bah voilà, je voulais me marier, je veux que ce soit mon oncle qui me marie, mais il peut pas, il a pas de théouda, il est en France, machin. Il dit, c'est qui ton oncle? Je dis, non, mon oncle, c'est le Rav Bruno Fison. Il me dit, de Metz? Enfin, c'est un Israélien, aucun rapport, tu vois. Je dis, bah ouais. Il dit, ah ouais, je connais. Et sa femme, elle est marocaine. Hein? Il dit, non, mais parce qu'il y a 2 mois, on a fait un congrès au Luxembourg et on est venu Shabbat faire le Shabbat à Metz, dans la communauté, et on a été invité chez le rabbin. Ah, mais c'est super ton oncle. Alors, c'est quoi le problème? Il n'est pas dans le truc. Attends, comment il s'appelle? Bruno Fison? Oh, voilà, il est dans le truc. Ah, mais c'est... Et voilà. C'est une embrouille. Et mon oncle, il m'arrive maintenant en Israël. Barouk, je suis en train de te raconter ça pour te dire, c'est une embrouille. Barouk, c'est une embrouille. Mais pourquoi c'est une embrouille? Parce que quand tu as une énorme structure, c'est sûr que des fois, tu as des trucs qui rouillent et qui s'embrouillent. C'est normal. Il faut le corriger, machin, mais c'est normal. Entre parenthèses, moi, je trouve ça tout à fait normal que quelqu'un qui a reçu son diplôme du séminaire rabbinique d'un pays qui est reconnu comme étant orthodoxe, machin, j'ai pas de problème qu'il soit d'office inscrit dans le truc israélien. Tout ce que je dis, c'est que ça saoule de devoir passer par une infrastructure énorme. C'est tout à fait normal et compréhensible, mais c'est nécessaire quand on habite dans un pays de 7 millions d'habitants juifs. On est obligé de passer par une structure. Est-ce que la rabbanout doit faire énormément d'efforts pour être beaucoup plus proche du peuple? Est-ce que les rabbins nommés par la rabbanout doivent être des rabbins qui ressemblent beaucoup plus au Ham Israël aujourd'hui? Évidemment. Et donc c'est pour ça que au niveau de la cacheroute, c'est pareil. Il y a une cacheroute, c'est celle du grand rabbinat d'Israël. Le grand rabbinat d'Israël doit donner des critères de cacheroute, et à partir de là, laisser les organismes dire, bah voilà, ok, c'est moi qui fais ma cacheroute selon tes critères. C'est pas un problème, c'est faisable dans tous les pays du monde, mais il faut qu'il y ait un organisme et c'est pas un manque de démocratie, c'est tout simplement, il faut organiser un pays. Rav Fison, on a examiné 2 thèmes. La dépendance envers les États-Unis d'une part et le paradoxe d'un État juif démocratique. Moi, j'ai l'impression, dans ces 2 sujets, qu'Israël est pris dans un étau où il doit choisir entre sa souveraineté politique,
en s'éloignant des États-Unis et en risquant un petit peu l'isolement. Son identité juive, en annexant territoire et en devenant non démocratique, en venant, voilà, avec tout ce qu'on a parlé. Son caractère démocratique, ça veut dire en accordant l'égalité à tous, mais en risquant de perdre une majorité. Est-ce qu'il y a une quatrième voie, Raph, qui tranche à travers tout ça? Il faut absolument qu'on se pose la question de qui on a envie d'être. C'est notre génération n'est plus la génération de la survie, n'est plus la génération de la construction économique. Notre génération est la génération de on décide qui on est, qui on veut être et qui on veut devenir. Le monde entier, et là c'est clair que le monde entier regarde Israël et attend que d'une chose, c'est qu'Israël apporte son message à l'humanité. Évidemment, pour l'instant, tout le monde est contre nous. Pas de problème. J'ai pas de problème. Ça changera. Entre autres, quand nous, on commencera à ne plus s'excuser de qui on est. Notre génération, notre époque est l'époque où on va décider que la démocratie, oui, mais pourquoi ne pas remettre Mashiach Tzidkenu de manière démocratique? Je te rappelle que David, il n'est pas roi, bien qu'il ait été oint par Shmuel, par le prophète, choisi par Dieu, il n'est pas roi tant que le peuple ne l'a pas fait roi. C'est-à-dire que tu peux avoir un roi, mais il est élu, accepté par le peuple. Et si le peuple ne l'accepte plus, il n'est plus roi. Quand David était roi d'Israël, à un moment donné, son fils a fait un putsch, a pris le pouvoir, le peuple était avec le fils, ben David n'était plus roi. Donc, c'est pas parce qu'il y a une royauté qu'il y a forcément, c'est forcément contre la démocratie. J'ai vu que là, cette semaine en France, le duc, je sais plus comment, Louis de Bourbon, qui est l'héritier en droite ligne de Louis XIV, parce que je ne sais pas si t'es au courant, mais en France, c'est le balagan politique énorme. Ah bon? Mais de folie. Et il a dit, écoutez, si le peuple français veut de moi, je suis prêt à venir me proposer pour régler le problème Ah bah oui. et devenir roi de la France. Lui, il a les solutions. Non, mais il dit, peut-être qu'on a besoin de moi pour stabiliser, machin. Je suis l'héritier légitime de la couronne de France. Yallah. Bon, je ne suis pas certain qu'il va être élu roi de France d'ici demain. Mais nous sommes dans l'époque où on va devoir décider qui on est et qui on veut être. Alors, j'ai une dernière question, mais en fait, il y en a deux dans une parce que on est juif. Bah, il faut l'assumer. Vas-y. Quelle est votre plus grande crainte pour l'avenir d'Israël et votre plus grand espoir? Ma plus grande crainte pour l'avenir d'Israël, c'est que trop d'individus décident de partir. Ça ne changera rien au bateau d'Israël. Mais moi, je suis amoureux du peuple juif. Et j'ai beaucoup de crainte qu'il y ait plein de gens qui décident de partir, qui décident de se détacher de l'histoire du peuple juif. Que ce soit en partant d'Israël, ou que ce soit là-bas en dehors d'Israël, en ne se rattachant pas au bateau d'Israël. J'ai très très peur pour mon peuple. J'ai pas envie d'en perdre. On a trop perdu des Juifs. J'ai plus envie d'en perdre. Et l'assimilation, l'éloignement de notre histoire, de notre identité, fait beaucoup plus de ravages que les guerres armées. Donc, ma plus grande crainte, c'est qu'on voit encore trop de gens se désagréger et s'assimiler et disparaître du peuple juif. Mon plus grand espoir, c'est que Netzach Israël lo yishaker velo yinachem, c'est que le bateau qui s'appelle Israël n'est pas prêt de s'arrêter et ne va aller qu'en mieux. Derrière tous les problématiques qu'on a vécues pendant 2 ans, il ne faut pas oublier une chose. La situation du peuple juif en 2025 n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Jamais le peuple juif n'a été autant là dans toute son histoire. Bien sûr. Économiquement, politiquement, Militairement. culturellement. Diplomatiquement, ça se remet en cause, Mais diplomatiquement, non, mais diplomatiquement, on a des problèmes, mais le monde entier compte avec nous pour s'opposer à nous, mais compte avec nous. C'est-à-dire, pendant tellement longtemps, on n'était rien du tout. Non, j'ai un espoir total dans l'avenir d'Israël. Donc voilà. Zéou. Merci beaucoup. Rav, j'invite nos téléspectatrices, téléspectateurs, s'abonner, pouce bleu, partager, participer, commenter en commentaire, commenter en bas de la vidéo. C'est ça. Si vous avez des questions, le Rav Fizo se fera plaisir d'y répondre. Bechavod. À bientôt.